de vous accueillir pour entendre Nora Nagel nous parler de son dernier livre, Gender, Equality and Conditional Cash Transfer Designs, qui est l'aboutissement de nombreuses années de recherche, puis comment font foi les différents partenaires qui collaborent à l'organisation de l'événement, qui se situent aussi au carrefour de plusieurs champs de la science politique, mais de plusieurs autres disciplines également. Donc, on aura une présentation de Nora, puis ensuite un commentaire, question de Marie Langevin, qui rappelle-moi ton département. Gestion. Moi, gestion. Stratégie, responsabilité sociale et environnementale, un petit département multidisciplinaire à l'intérieur de l'ESG, l'École des sciences de la gestion. Mais je suis née en sciences politiques. Tout à fait. J'ai fait mon adolescence avec Maud. Oui, c'est ça. Et voilà, puis il y aura bien sûr notre traditionnelle période d'échange, de questions-réponses avec vous. Donc, bienvenue à tous. Puis, super, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. Donc, merci beaucoup Marie et l'OFDIC, l'Observatoire francophone de développement inclusif par le genre, qui nous offre aussi le café et les petites choses sucrées. Merci beaucoup à Michel Rioux et au CEIM pour leur présence, l'organisation et les pizzas. Et puis merci beaucoup à Maud pour l'organisation du séminaire départemental. Alors je vais vous parler de mon livre, mon dernier livre, mais je pense mon dernier, mais aussi mon dernier toute seule. Je crois que les prochains livres, je les ferai avec d'autres gens. Donc ça c'est le titre. Je vais juste vous parler du titre rapidement. Donc l'objectif de mon livre, c'est de voir l'égalité de genre à l'intérieur des designs, donc vraiment de la conception de certaines politiques de lutte contre la pauvreté. Donc je ne m'intéresse pas aux impacts de ces politiques sur les femmes. Je me demande, est-ce que des politiques sociales dont le but c'est de lutter contre la pauvreté prennent ou non en compte l'égalité de genre? Donc ça c'est mon objet. Puis mon argument, c'est de dire que petit à petit, quand ça voyage en Amérique latine, ça disparaît. Donc j'appelle ça une recette de politique. Donc ça c'est ma métaphore. Ma métaphore sont liées à la cuisine et c'est une recette qui voyage. Et quand elle passe d'un pays à un autre, c'est des ingrédients nationaux, comme quand on fait une soupe ou un repas. Disons, quand c'est autoconçu, on va prendre les ingrédients, le chile, les ingrédients d'Amazonie au Pérou, des Andes, et puis au Brésil et au Mexique, c'est différent. C'est des ingrédients différents, et puis quand ça voyage, donc, la saveur change, et pragmatiquement, surtout, la saveur liée à l'égalité de genre. Et là, ça voyage en Amérique latine, mais également à la Banque mondiale, qui est un acteur clé de ce changement de saveur, justement, d'ingrédients dans cette recette. Alors, voilà, c'est en anglais parce que je l'ai déjà présenté en anglais et en espagnol. C'est la première fois que je le présente en français. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je n'ai pas mis le lien, mais le livre qui est là, on peut peut-être le faire tourner. Il est à la bibliothèque, il est gratuitement à la bibliothèque ici. Et puis, si vous le désirez, écrivez-moi. Il est à la bibliothèque, donc vous êtes toutes à la bibliothèque, vous y avez accès. Je vais vous parler très très rapidement de mon approche théorique, de ma méthode, mais je vais surtout me concentrer sur les résultats, donc vous raconter. Ce livre raconte une histoire d'un instrument de politique publique, de politique sociale qui voyage. Alors comment cette histoire a commencé dans ma vie à moi? C'est il y a longtemps, pendant mon doctorat, donc j'ai fait un doctorat en Suisse, je l'ai commencé en 2007, 2008. Et à ce moment-là, on est en plein post-consensus de Washington, c'est-à-dire qu'il y a des politiques de lutte contre la pauvreté qui commencent à émerger et on se dit juste des ajustements structurels, juste le néolibéralisme, ça ne suffit pas. Il faut quand même faire quelque chose pour que les pauvres sortent de la pauvreté. Et c'est basé sur l'investissement social, donc la perspective d'investissement social, où c'est l'idée, on va augmenter le capital humain, particulièrement des enfants, pour que les générations futures ne soient plus pauvres. Et moi, je fais une thèse en montrant qu'au Pérou et en Bolivie, ces programmes-là, ces politiques de lutte contre la pauvreté-là, qui sont des programmes de transfert conditionné, donc en deux mots, ils donnent de l'argent aux femmes, mais selon leur statut de mère, pour qu'elles investissent dans l'éducation et la santé de leurs enfants. Donc c'est conditionné, donc c'est du cash transfer, donc on donne de l'argent liquide, conditionné au suivi de la santé et à l'éducation des enfants. Et au Pérou et en Bolivie, je fais des entretiens avec les bénéficiaires de ces programmes-là, mais également, bonjour Sophie, merci d'être là, mais également avec les bénéficiaires, mais aussi avec les personnes qui le mettent en œuvre, et j'arrive à un résultat
qu'elles vont reproduire les legs institutionnels des politiques sociales dans ces pays-là, qui sont particulièrement maternalistes, donc qui reproduisent les inégalités de genre en ne voyant les femmes que comme des mères, mais aussi néocoloniales dans la mesure où c'est des populations autochtones et on va les disciplinariser pour qu'elles deviennent des bonnes mères, c'est-à-dire prendre des distances avec leurs valeurs et pratiques de maternité autochtones. En sortant du doctorat, je me dis c'est quand même bizarre, on a deux pays, le Pérou qui est à droite et puis la Bolivie qui est à gauche, qui font la même chose, qui font le même type de politique sociale. Donc là, je me pose une question de politique comparée. Comment ça se fait que ces deux pays font des politiques différentes, deux pays différents font le même type de politique et qu'aucune des deux n'inclut dans son design de la politique l'objectif d'égalité de genre. Alors qu'on sait, la littérature, on a déjà raconté, qu'au Mexique et au Brésil, qui sont les États qui ont créé ces politiques 10 ans avant, donc le Pérou et la Bolivie, c'est 2004-2009, et le Mexique, le premier programme de transfert conditionné, Progressa, naît en 97. Pourquoi? Alors que ces deux-là, les deux premiers, les deux pionniers, oui, dans le design, et je ne dis pas qu'ils étaient moins sexistes que les autres dans le résultat, mais en tout cas dans le design, dans la loi, dans la chose formelle de la politique publique, il est écrit qu'on va aussi, au Mexique de manière explicite, qu'on va aussi lutter contre les inégalités de genre. J'y reviens, comment ça s'opérationnalise. Et au Brésil de manière implicite. Donc, je me dis, dans ce voyage, à part du Mexique et du Brésil, je sais que quand ça atterrit 10 ans après au Pérou, en Bolivie, c'est complètement des instruments néocoloniaux et maternalistes, mais qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? Et j'ai une intuition que la Banque mondiale a quelque chose à voir là-dedans. Donc c'est ça que j'ai fait après ma thèse, les 10 ans ici. J'ai été faire du terrain au Mexique, au Brésil, avec des assistantes de recherche qui m'ont fait du terrain là-bas, et à la Banque mondiale, et j'ai demandé à tout le monde, mais qu'est-ce que vous entendez par le genre? C'est quoi l'égalité de genre? Pourquoi vous mettez de l'égalité de genre dans vos programmes, et pourquoi vous ne les mettez pas? Je reviens vite fait sur c'est quoi les programmes, ça fait déjà 6 minutes. C'est quoi les programmes de transfert conditionné? Donc c'est, comme je vous avais dit, des programmes qui donnent de l'argent aux mères, conditionnés à l'éducation et au suivi sanitaire des enfants. Mais c'est des programmes importants, c'est pas résiduel. En Amérique latine, pendant 25 ans, ça avait vraiment été l'instrument qui a permis d'atteindre toutes des personnes qui n'ont pas accès à la sécurité sociale, santé, éducation, pension, liées au travail formel, en sachant qu'en Amérique latine, au moins 60% de la population n'est pas employée dans le système formel. Ils travaillent dans l'informel. Donc, et en 2019, avant la pandémie, 21% de la population latino-américaine avait accès à ce type de programme. Ces programmes n'ont pas comme objectif principal de lutter contre les inégalités de genre. Leurs programmes, c'est des politiques sociales, ce n'est pas des politiques féministes ou des politiques pour plus de femmes en politique, des quotas ou contre... Ça ne s'adresse pas aux femmes, ça s'adresse aux inégalités de classe, aux inégalités sociales. Le but premier, c'est qu'il y ait moins de pauvreté par plus d'éducation et plus de santé pour les enfants. Mais quand même, il y a des implicites ou des idées, des intentions à propos du genre, dans la mesure où on le donne aux femmes. Toute politique publique a des intentions liées au genre, que ce soit construire une école, construire des espaces de loisirs, mais aussi, et bien sûr, les politiques sociales. Alors, ou bien ces politiques vont avoir comme idée une idée du genre en faveur de l'égalité de genre, de favoriser plus d'égalité. Comment? En permettant, entre autres, plus d'autonomie financière des femmes. On leur donne de l'argent et c'est écrit que, comme elles vont avoir l'argent, elles vont avoir plus de marge de négociation à l'intérieur du foyer par rapport aux hommes dans le foyer, mais aussi on veut leur donner du pouvoir, non seulement de négociation, mais il y a aussi des ateliers créés pour des ateliers productifs, des ateliers pour acquérir certaines connaissances, ou bien on reproduit une vision, une intention beaucoup plus instrumentale du genre, où on se dit, on donne en fait l'argent, comme je disais tout à l'heure, aux femmes parce qu'elles sont mères. Et notre objectif, c'est que les mères, on leur donne aux mères parce que les mères seraient plus capables que les pères d'investir dans leurs enfants. Donc ça, c'est une vision instrumentaliste, maternaliste des relations de genre. Mais tous, ces deux aspects ont des relations de genre. Donc je me dis, mais comment ça se fait qu'on passe de ça à ça dans le voyage des transferts conditionnés?
Et donc, ça, c'est un petit tableau de politique comparée. Donc, ma variable dépendante, pour ceux qui sont dans mon cours, c'est de montrer, déjà, il faut prouver qu'il y a des différences. Donc, moi, c'est comment est-ce que l'égalité de genre dans les designs change au cours du trajet, mais il faut que je montre que c'est différent. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde donne l'argent aux maires. Les 4 pays donnent l'argent aux maires. Mais dans le Mexique et le Brésil, on a un objectif d'égalité de genre. Je répète, c'est des objectifs d'égalité de genre. Je ne dis pas que ces objectifs sont atteints une fois qu'on évalue la politique publique. Par contre, au Pérou et au Bolivie, c'est complètement inexistant, mais par ailleurs également, on va le justifier de manière différentialiste, dans l'idée vraiment instrumentale. Les mères sont meilleures que les pères, parce que les pères sont alcooliques, parce que les pères ne s'occupent pas des enfants, donc on va pousser là-dessus très fort. Et puis aussi, et ça je vais y revenir dans l'analyse, ici c'est les seuls, alors que j'ai demandé la même chose à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on donne l'argent aux mères? Ici, aux femmes. Ici, on va nous répondre parce qu'on a un objectif d'égalité de genre et d'empowerment. Ici, on répond parce qu'elles sont meilleures que les pères, parce que les pères sont nuls et que les femmes sont des mères. Et aussi, on va, dans les entretiens, ici, dans ces 2 pays-là, ce que je n'ai pas retrouvé ici, c'est que celles qui mettent en place la politique, et même les personnes qui le pensent, estiment que c'est aussi, je vais le mettre dans la caméra, une réédition, un outil pour la rédemption un peu des femmes autochtones. Donc on ajoute des conditions extra-officielles, il faut accoucher de manière occidentale, non pas comme de manière autochtone, j'y reviens, mais de manière selon la biomédecine, on doit avoir des biohuertos, donc des jardins, plein d'autres petits programmes qui en fait sont pas des conditions officielles, mais des conditions qui prouvent le maternalisme et le néocolonialisme dans ces politiques-là qui sont rajoutées. J'y reviens. Comme disait la dernière personne qui m'a commenté, mon chapitre théorique est assez touffu et boring et ennuyeux pour être un vrai chapitre théorique d'un livre. Je reviens pas là-dessus. Je me situe donc dans les analyses de genre de l'état social, plutôt dans une perspective d'historique, d'institutionnalisme historique. Puis mon argument, c'est de dire que j'utilise donc pour construire mon explication de tout ça, même si j'estime pas que c'est généralisable, hein, que je ne crée pas une théorie qui va en delà, mes cas disent quelque chose, mais je suis vraiment dans une théorie à moyenne portée. Et c'est les mécanismes. Donc des mécanismes que j'ai inventés, que ici on cuisine, un nouvel instrument de politique publique, un nouvel instrument de lutte contre la pauvreté. Ensuite, la Banque mondiale va le standardiser, donc c'est un processus de standardisation. En fait, c'est un processus de cuisination. On l'a pas vraiment parce que c'est un processus. Donc après, c'est un processus de standardisation. Et puis c'est un processus de traduction quand ça revient dans les pays. Alors, le pourquoi, parce que le mécanisme vous explique le comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on a créé une nouvelle recette en allant prendre des nouveaux ingrédients, en mixant des nouveaux ingrédients ensemble, et puis on standardise. La Banque mondiale, c'est le processus de rendre, un peu comme Ikea ou McDonald's, dont on a des recettes très complexes, et puis on fait quelque chose de standard parce que ça va marcher, un magic bullet qu'on va pouvoir envoyer partout. Et puis quand ça ratterrit, les cuisiniers, ils vont prendre McDo, mais ils vont mettre un peu de ají, un peu d'ingrédients locaux. Et donc ça change de nouveau. Mais ça nous dit comment ça se passe, mais ne nous dit pas vraiment pourquoi. Pourquoi certains vont vers l'égalité de genre et d'autres ne vont pas vers l'égalité de genre. Et mon pourquoi, c'est assez basique en institutionnalisme historique, c'est que l'aide institutionnelle compte, donc ce qui se faisait avant compte. Les acteurs ont une marge de pouvoir quand même, ce n'est pas que les institutions qui les déterminent, ils peuvent jouer dans certaines institutions qui ont du pouvoir, donc dans le ministère des Finances ou dans le ministère du Développement, beaucoup plus que dans le ministère des femmes ou en promotion de l'égalité de genre. Et puis, les idées, ici traduites comme la connaissance sur le genre, donc, parce que toutes ces politiques, les CCT, c'est les premières politiques en Amérique latine basées sur les évidences, sur les preuves. On veut la connaissance, des évidences qui vont nous montrer que ça marche pas, avec des diagnostics. Mais donc, la connaissance sur le genre qui est mobilisée
a beaucoup d'influence sur le fait est-ce qu'on va promouvoir des instruments qui luttent ou non contre l'égalité de genre. Méthodologie, bon, d'abord j'ai choisi ces cas, donc j'ai pris le Mexique et le Brésil parce que la littérature nous le dit, puis l'histoire nous le dit, c'est les premiers qui ont créé ces programmes, et c'est les plus grands, c'est les Progressa et Bolsa Familia, c'est les plus gros programmes de transfert conditionnel en Amérique latine, c'est aussi les plus gros pays. Pérou, Bolivie, ben, c'est les derniers venus, mais qui sont aussi symptomatiques de vraiment un gouvernement autochtone de gauche en Bolivie et plutôt de droite au Pérou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de raconter cette histoire. Donc ça, c'est une méthodologie en institutionnalisme historique. Donc, j'ai vraiment fait des analyses de cas approfondies basées sur l'analyse de documents officiels, tant de toutes les administrations, institutions des pays, mais aussi de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine du développement. Et j'ai fait des entretiens. J'ai fait des entretiens avec tout ce beau monde qui a créé les programmes dans les 4 pays et avec les personnes à la Banque mondiale qui les ont standardisés. Donc c'est là où je disais que mon but n'est pas de faire une théorie générale, donc bon, c'est pour ça en politique comparée, je ne suis pas vraiment dans un truc positiviste de grande généralisation de mes résultats, mais j'ai quand même une explication à ce voyage-là. Alors là, on rentre dans mes explications, et c'est bien, on a le temps. Donc là, je vais vous raconter l'histoire, la petite histoire de chaque pays. Donc, qu'est-ce qui se passe au Mexique? Au Mexique, on est en 97, donc il y a longtemps, hein, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et l'objectif, donc il y a une loi, ça c'est il y a une loi qui est créée en 99, qui est stabilisée, mais en 97 c'était déjà présent. Le but, les objectifs officiels du programme, c'est de lutter contre la pauvreté, comme je vous le disais, en investissant dans l'éducation et la santé des enfants. Mais il y a un deuxième objectif qui est quand même présent dans la loi, qui dit on veut aussi ce programme a aussi comme objectif l'égalité de genre. Comment ça se traduit concrètement? C'est qu'on va transférer de ressources aux mères pour augmenter leur empowerment, donc leur empoderamiento, donc augmenter leur pouvoir, tant à l'intérieur du foyer pour qu'elles aient plus d'autonomie financière et de marge de négociation à l'intérieur du foyer, et également à l'extérieur du foyer en pensant à des ateliers productifs et d'acquisition de connaissances. Ça, c'est un point, c'est pour les mères, mais il y a aussi un deuxième point, c'est que les analyses montrent qu'à ce moment-là, les filles, les adolescentes sortent plus de l'école, quittent l'école, abandonnent l'école quand elles deviennent adolescentes pour beaucoup de questions, mais entre autres de l'harcèlement sexuel à l'école, et que donc on va donner un incitatif pour que les filles restent à l'école, et donc le subside est plus élevé pour les filles que pour les garçons. Donc voilà, concrètement, il y a du vrai, on peut critiquer bien sûr ces objectifs d'égalité de genre, pour beaucoup de féministes c'est pas du tout assez, c'est complètement libéral, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas ça ma question, c'est que oui, c'est écrit noir sur blanc. Et la question est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au Mexique, le PRI est encore au pouvoir, ils sont à fond à droite, il n'y a pas aucune féministe dans l'administration, on s'y attendrait pas. Alors, je vais aller rapidement sur le contexte. Le Mexique a eu une crise économique importante en 1995 et puis le soulèvement zapatiste en 1994. Et donc, on est dans un contexte de crise politique et économique. Le PRI, le parti révolutionnaire institutionnel, qui est là depuis 1913 au pouvoir, perd de sa légitimité. Il y a de plus en plus de critiques à la corruption, que les programmes sociaux étaient vraiment dirigés pour des voix. Et donc, il y a un consensus au sein du gouvernement priiste qu'on doit faire autre chose. Il y a une grande critique au Programa Nacional de Solidaridad, qui était un programme de clientéliste du PRI, où on trouvait vraiment qu'on donnait de la tortilla, de subsides à l'alimentation, où c'était vraiment lié à l'achat de vote. Et donc, tout le monde est d'accord que c'est clientéliste et qu'il y a de la corruption et que ça doit changer. Mais on a deux visions différentes. On a d'un côté le secrétariat d'affaires sociales qui veut un programme qui est basé sur la communauté, où c'est encore la communauté qui va avoir des choix et on va un peu choisir nos communautés aussi, celles plutôt priistes, machin.
Alors que, et c'est ça où ça change, c'est que le ministère des Finances, le ministère, voilà, Hacienda y Crédito Público, c'est le ministère des Finances, dont le ministre, c'est Santiago Levy, a énormément de pouvoir à ce moment-là. Il y a des coupures budgétaires énormes, une néolibéralisation, mais donc il y a des sous. Il y a des sous et on coupe, il décide donc de couper. Il a énormément de pouvoir financier. Et lui, on reviendra qui est Santiago Levy, mais il a fait son doctorat à Harvard, je pense, ou à Washington University. Puis il a fait son postdoc à la Banque mondiale et il a énormément lu sur cette idée de développement humain, d'investissement social. Donc de dire qu'il faut donner de l'argent aux enfants, il faut focaliser sur les plus pauvres, ça ne sert plus à rien de l'universalisme, et on doit mettre des conditions. Donc c'est une nouveauté que lui amène. Mais ce qu'on sait moins, ça tout le monde sait, cette histoire, c'est que institutionnellement, la CONAPO, le Conseil national de population, a aussi un rôle à jouer. Parce que le ministère de Finances, ça ne crée pas de données. C'est pas un ministère où on a de la recherche. Alors le Conseil national de population a des données et le premier programme que Santiago Levy met en œuvre est fortement critiqué pour une série de problèmes. Et c'est là qu'arrive toute cette idée qu'on doit se baser sur un diagnostic. Donc on veut un diagnostic d'une communauté A, d'une communauté B, avoir les indices de marginalisation sociale, les indices de dénutrition infantile, les indices de mortalité maternelle. Et à partir de là, on va agir et on veut une preuve. On va donner les sous pendant X temps, faire un programme pilote et voir ce que ça passe. Mais qui a ces connaissances, et d'où les connaissances sont importantes, c'est le Conseil national de population. Et ce Conseil national de population, c'est aussi là où le féminisme s'est institutionnalisé au Mexique. Alors, je ne reviens pas sur l'institutionnalisation du féminisme au Mexique, mais le Mexique a accueilli la conférence mondiale des femmes organisée par l'ONU en 1974. Et donc, ça a énormément donné de la force au mouvement féministe institutionnel au Mexique. Et ça s'est institutionnalisé à l'intérieur du CONAPO. Et le CONAPO, c'est eux qui ont fait en 1980 le premier programme d'intégration économique des femmes et où il y avait énormément de liens entre il faut donner empowerment des femmes et planification familiale. Donc ça, on est dans les années 80, donc on pense des données sur l'égalité de genre, sur genre et pauvreté, on crée ces données-là aussi, et puis c'est là que naît, après Beijing, en 95, le programme national des femmes, et c'est aussi Gómez de León, qui est directeur du CONAPO, qui va aller à Beijing. Donc, Beijing, c'est la 4e conférence internationale organisée par l'ONU des femmes. Et donc, lui, il prend toutes les demandes des mouvements féministes mexicains. Donc, il est socialisé à ça. Et en revenant de Beijing, non seulement c'est la première institution genrée qui est née, l'Instituto de las Mujeres, mais c'est aussi le programme PRONAM qui est créé et qui a comme objectif, c'est un peu des objectifs du PRONAM qui se retrouvent dans Progressa parce qu'il est créé en 96 et Progressa s'est pensé pendant 2 ans. Comparé à nos autres cas, Progressa a mis beaucoup de temps. De 95, il y a Cedillo, donc le président, qui dit il faut faire quelque chose de différent, mais le programme n'est qu'en 97. Donc il y a 2 ans où on va créer des données, faire des diagnostics de communautés, donner l'argent à une communauté, pas à l'autre communauté, voir qu'est-ce que ça fait, toutes ces idées que les politiques de lutte contre la pauvreté doivent être basées sur des preuves. Il fallait créer ces preuves, créer toutes ces évidences. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que il y a, donc au début c'est le ministre des Finances, donc ça c'est Santiago Levy. Donc mon deuxième argument c'est que les institutions comptent. Donc le premier c'était les institutions comptent. Où ça se passe, c'est important. Si on était resté au ministère des Finances et que le CONAPO ne serait jamais rentré, avec toute son expérience, toute son histoire institutionnelle d'institutionnalisation du féminisme, il n'y aurait pas eu d'égalité de genre. Mais il y a aussi une histoire de personnes. En Amérique latine, en tout cas pour ces programmes-là, les mouvements sociaux, les partis politiques n'ont pas du tout été présents. Donc mon acteur clé, ce sont des technocrates. On est en pleine aussi gouvernement de droite, néolibéral. Et
mon argument, c'est aussi, je crée aussi ce concept de Instrument Community, c'est que c'est une communauté qui va se créer autour de l'instrument. Je ne dis pas qu'ils ont des croyances partagées, qu'ils ont une coalition d'acteurs qui se battent pour la même chose. Non, ils sont juste, par hasard, d'accord sur cet instrument précis de politique publique, mais ils sont intimes, c'est-à-dire en fait ils se connaissent depuis super longtemps. Le premier, Santiago Levy, c'est un économiste technocrate, comme je vous l'avais dit, qui a énormément de pouvoir parce que le ministère des Finances a énormément de pouvoir. Et ça, c'est l'histoire. Tout le monde sait que Santiago Levy, c'est lui qui est le père de Progressa. Mais ce qu'on sait moins, c'est le deuxième. C'est José Gómez de León, qui est mort, en fait, dans les années en 2000. Et donc, il n'a pas aussi eu le temps de raconter son histoire parce que lui, il est monté... Après tout ça, il a fait une carrière à Washington et il a énormément aidé la Banque mondiale à la diffusion. Ça, c'est mon prochain slide. Et donc, José Gómez de León, c'est le directeur de la CONAPO. Et lui, il est économiste, très économie néoclassique, etc. Mais lui, il est démographe et sociologue. Et les premières institutionnalisations des études de genre au Mexique, c'est en sociologie et en démographie. Et il commence à devenir ami parce que c'est vraiment Santiago, José Gómez de León et Cedillo, c'est un peu les Chicago Boys d'Amérique latine. Ils ont été formés dans les mêmes universités néolibérales en économie et en autre chose aux États-Unis. Ils se sont connus pendant leur doctorat. Et puis quand ils reviennent au Mexique, tous les deux ont des postes importants au sein de la banque centrale du gouvernement précédent. Et ils ont une relation proche avec le président. Le président, il les appelle, il leur dit « Bon, là, les gars, il va falloir me faire quelque chose d'efficace. » Le prix tombe 3 ans après. Ils sont vraiment politiquement dans une situation difficile. Mais mon argument qu'on sait moins, c'est qu'en fait, lui a énormément de liens avec des féministes. Son épouse est une des grandes féministes institutionnelles au Mexique, qui a été la première directrice de l'Institut des femmes. Il est socialisé avec les gens de la CONAPO qui créent ces données sur la marginalisation, le genre et la pauvreté, à toute une équipe d'expertes féministes qui commencent à rentrer des données dans l'État pour lier genre et pauvreté. Donc c'est pour ça que le genre rentre, c'est aussi les connaissances sur le genre. Les connaissances sur le genre qui ne sont pas instrumentalistes, qui ne disent pas juste les mères dépensent mieux pour leurs enfants, qui dit si on donne, et alors c'est aussi instrumentaliste, mais une autre forme d'instrumentalisme, on donne de l'argent aux femmes pour qu'elles s'émancipent, et si on a plus d'égalité de genre égale moins de pauvreté. Et c'est ça qu'ils arrivent à prouver dans leur framing, dans la manière dont ils vont cadrer le problème et la solution, et dire il faut... 14 heures. Donc voilà, ils ont fait ça, et ils ont fait ça de manière assez homegrown, tout seuls, à l'intérieur de leur maison, parce qu'ils ne voulaient pas la BID, ils ne voulaient pas la Banque mondiale, même si, bien sûr, Santiago, il a été chercher des indicateurs, il a été chercher de l'aide technique pour la création des indicateurs, mais la BID et la Banque mondiale, politiquement, étaient vues comme responsables de la crise financière tequila de 85, donc il y avait vraiment, on ne voulait pas se faire racheter ou faire dire que ça venait de l'extérieur, et la Banque mondiale était très peu au courant d'ailleurs de ce qui se passait. Bon mince, il est 27 et il me reste 3 cas à faire. Alors, le Brésil, en fait, je vais le faire beaucoup plus vite. Au Brésil, on est dans une histoire de gauche. On a Lula qui arrive en 2004, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient du Parti des travailleurs, qui est poussé par des mouvements sociaux très importants, puis qui veut, tout son programme politique, c'est de lutter contre la faim, et il veut faire quelque chose de gros, mais il est vraiment bloqué par les institutions. Ici, on a le poids des recettes passées, de comment on cuisine des politiques de lutte contre la pauvreté est beaucoup plus fort, parce qu'il y a déjà des transferts conditionnés. Le Brésil est un État aussi fédéral, comme le Mexique, mais ici, les États fédérés avaient leurs propres programmes subnationaux, Bolsa Alimentación, Bolsa Escola, par exemple, qui n'avaient pas d'égalité de genre et qui étaient instrumentalistes. Et ces gens rentrent dans le pouvoir au niveau fédéral, ont le ministère de l'Éducation, par exemple, Buarque, qui était au niveau de Bolsa Escola, et ils ne veulent pas le lâcher, ils veulent le faire au niveau fédéral, mais le même type de programme. Donc c'est très difficile pour Lula d'imposer quelque chose,
Mais on a aussi un legs institutionnel très important qui est la Constitution de 98, qui est une constitution progressiste au Brésil, qui est basée sur l'idée que les droits sociaux sont des droits de citoyenneté. Donc une idée qu'il faut des politiques sociales larges. On n'a pas vraiment l'équivalent de mes expertes genre qui rentraient CONAPO, qui ont influencé Gomez de Leon de l'autre côté. Mais on a des technocrates, peu d'experts de genre, et il y a énormément de conflits entre les bureaucraties. Certains veulent hambre cero, d'autres ils veulent l'éducation, donc c'est très difficile. Et donc Lula doit intervenir, il y a énormément de problèmes de technicalité. Donc il fait quelque chose de nouveau, Bolsa Familia, mais en reprenant l'ancien et en reprenant sur la loi. Également, ce n'est pas mis explicitement que c'est pour l'égalité de genre, parce que Lula fait une coalition aussi avec des néoconservateurs très forts qui ne veulent pas le mot genre dans la loi. Mais tous les gens que j'ai interviewés et tous les gens qui analysent Bolsa Familia, il y a une implicite. C'est un objectif d'égalité implicite. Ça veut dire que comme les conditions sont faibles, les femmes, c'est pas si grave que ça qu'elles ont marché leurs 3 jours, elles n'ont pas amené les enfants à l'école ou au centre de santé. C'est pas la fin du monde, on s'arrange. On les conscientise sur, vous savez que dans le système de santé, vous avez droit à toute la santé sexuelle et reproductive gratuite. Toutes des moyens un peu implicites pour dire on va quand même et on veut promouvoir l'égalité de genre et l'autonomie des femmes à l'intérieur de Bolsa Familia. Donc ça, c'est mes 2 cas positifs, mais qui ne sont pas tout à fait aussi positifs l'un que l'autre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On le sait, je vous l'ai dit au début, quand ça arrive au Pérou et en Bolivie, il n'y a plus d'égalité de genre. Et mon argument, c'est l'argument du livre, c'est de dire c'est la faute de la Banque mondiale. Ce qui est facile, c'est toujours la faute de la Banque mondiale. Mais c'était pas si... La Banque mondiale, quand vous rentrez à Washington dans la Banque mondiale, il est mis en grand gender equality first, women first, girl first. Ils ont un mandat d'égalité de genre très fort. Ils sont à fond à gender equality. Ils le disent tout le temps. Puis normalement, donc il a des legs institutionnels. Oui, bien sûr, c'est des politiques plutôt néo-malthusiennes dans les années 80, dans les années 70. C'est vraiment de l'économie néoclassique. Mais il y a quand même un Gender and Development Unit dans le département, qui est en fait le ministère, parce que c'est tellement grand, la Banque mondiale, qu'on pourrait le comparer à un État, dans cet ministère, dans ce département qui crée les politiques de lutte contre la pauvreté et qui crée, qui prend en fait les CCT et qui se dit c'est trop bien, ça c'est l'instrument magique, on va le diffuser partout, mais il y a une gender unit à l'intérieur. Donc normalement, le but de cette unité de genre, c'est d'aller mainstreamer, d'aller mettre de l'égalité de genre dans toutes les politiques de lutte contre la pauvreté. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec les CCT. Donc on se demande pourquoi. La Banque mondiale, le processus de standardisation passe par des sous-mécanismes de certification et de décontextualisation. Mais ce que je veux dire, surtout, qu'est-ce que la Banque mondiale fait, c'est qu'elle va d'abord certifier, dire que c'est une super politique de lutte contre la pauvreté. Et comment elle le fait? Nouvelle fois, la Banque mondiale, c'est une productrice de connaissances. Elle dit que c'est knowledge bank et que donc maintenant, la manière d'influencer pendant les ajustements structurels, c'était l'argent. Je ne te donne pas de prêt et je mets une grosse pression financière, surtout en Amérique latine qui a des crises financières, donc c'était le bâton. Maintenant, c'est vraiment, on influence à travers la connaissance et on a une grosse, d'ailleurs, un de ces départements, c'est vraiment une productrice de connaissances sur les politiques de développement en général. Et donc, elle va produire énormément de connaissances sur les CCT, c'est génial. Ça marche trop bien, donc plein d'analyses quanti, aidées par le MIT au Massachusetts, qui vont montrer de manière quantitative, compter, ben là il y a moins de mortalité maternelle, là, les effets objectifs que ces programmes sont trop géniaux. Donc elle les certifie comme des outils magiques, et puis elle va utiliser ces sous pour organiser des conférences. On prend tous les ministères, tous les ministres sociaux et finances de tous les pays de l'Amérique latine, on les fait aller dans une même conférence, on diffuse cette connaissance, et puis on assiste chaque pays à créer son propre programme. Mais les résultats de la Banque mondiale et de tous les économistes
et donc, il le décontextualise du Mexique et du Brésil, et décontextualise tout à fait des instituts ou des institutions ou des experts de genre. Et les connaissances sur le genre, en fait, dans les premiers documents de la Banque mondiale, ils ne sont pas très très clairs. On ne sait pas trop si ça augmente ou non l'égalité de genre. Donc, comme c'est un résultat mixte, autant faire comme si on ne savait pas trop ce qui se passait sur le genre. Parce qu'il y a certains programmes, certaines analyses, les premières analyses, bien sûr, c'est sur Progressa et Bolsa Familia, vu que c'est les premiers, qui disent, oui, les femmes ont pu avoir plus d'autonomie financière et grâce à Bolsa Familia, Bolsa Familia a des choses plutôt positives, se sentir comme citoyenne, avoir plus de marge de manœuvre dans la négociation du budget et dans ce budget avoir peut-être un peu de sucre pour elles, pas que pour les enfants et le foyer. Mais d'autres qui montrent, non, en fait, la violence de genre a énormément augmenté parce que les maris frappent les femmes pour avoir... Donc c'est mixte. C'est mixte, ok, c'est mixte, mais... Comme c'est mixte, on préfère ne rien dire. On invisibilise et on ne met donc ni d'égalité de genre, ni pas d'égalité de genre. On met juste que c'est super de donner ça aux mères. Mais en fait, en mettant pas d'égalité de genre, on reproduit une vision tout à fait instrumentaliste du genre en disant c'est prouvé, et là ils le disent explicitement, c'est prouvé, les femmes investissent plus que les hommes dans les enfants. Alors que ce n'est pas prouvé. C'est une étude en Afrique qui a montré ça dans un village et la Banque mondiale l'a généralisé à quelque chose de magique. Et dans la production de connaissances, ce qui est super à la Banque mondiale, ce que j'ai vraiment appris, c'est que tout n'est pas publié. Donc c'est beaucoup de chercheurs à la Banque. Moi, vous, enfin les personnes qui sont chercheurs, on serait prof là-bas, notre charge, l'enseignement, ce serait de penser à des programmes et des projets et de les vendre au pays. Et donc là, on a notre salaire. Mais aussi, on doit faire de la recherche, on doit produire, écrire et publier. Publié dans World Development, publié dans des grandes revues de développement. Mais la Banque mondiale, ça y a le peer review, il passe par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale ne publie pas 50% plus ou moins de ce qui est produit. Tout ce qui dit que ça ne marche pas trop, on ne le publie pas. On oublie, on met de côté. Ils veulent que des résultats positifs. Donc ce qui est vraiment super, ce que moi j'ai beaucoup appris, c'est qu'en fait la production de connaissances, c'est bien sûr un rapport de pouvoir qui dit quoi, mais que la Banque mondiale qui se prétend être une banque de connaissances, ne produit, on ne sait pas ces programmes, vu qu'on ne sait que ce qui marche. On ne sait pas ce qui marche à moitié et ce qui ne marche pas. Et pourquoi? Et ça, c'est des experts de genre dans la Banque mondiale qui disent « Je ne suis pas produite, je ne suis pas publiée. Moi, je dis que depuis 10 ans, 20 ans, que les CCT, ça ne marche pas, c'est maternaliste. Les femmes, elles ont beaucoup trop de charges sur les épaules, ça reproduit les inégalités de genre. Et je le prouve dans mon petit village que si les inégalités de genre sont reproduites, la pauvreté est reproduite. Mais je n'ai pas voix au chapitre. Et elles n'ont pas voix, parce que les femmes expertes de genre doivent aussi aller dans toutes les réunions. Donc, quand on parle des infrastructures, on va faire des ponts, on va faire construire des puits, enfin infrastructures, mais aussi politique sociale. Mais et là, elles me le disent, on ne m'écoute pas, on me rit dessus et on ne me trouve pas légitime parce que, et ça c'est d'autres économistes qui disent, non mais women's studies, political science, ça, it's not science. Donc en fait, elles ne sont pas reconnues parce que leur titre, elles ne sont pas des économistes et dans une banque, on a besoin d'économistes. Donc il y a toute une délégitimation des acteurs et de la connaissance. Et donc, quand ça atterrit au Pérou et en Bolivie, je ne reviendrai pas sur la recette, comment ça a été fait, mais donc on est au Pérou dans une situation de post-conflit où il y a énormément de mouvements sociaux parce qu'il y a une grosse croissance économique, mais pas de redistribution pour les plus pauvres, alors qu'en Bolivie, on a un gouvernement de gauche qui se dit autochtone, très fort poussé par les mouvements sociaux, et les deux font la même chose, un programme de transfert conditionné. Et ce qui est intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on donne aux mères et pas aux pères, enfin aux femmes et pas aux hommes, et pourquoi on n'a pas mis d'égalité de genre? Ils disent, mais oui, quand on donne aux femmes, on fait de l'empowerment. Mais il n'y a pas de, c'est quoi l'empowerment? On ne parle pas d'autonomie financière, on ne parle pas d'autonomie productive, etc. Par contre, il y a toute une reproduction du différentialisme des rôles sociaux de sexe, comme je vous disais tout à l'heure, les mères, et avec tout stéréotype, parce que c'est beaucoup des liméniens, donc des gens de Lima qui ont toute une reproduction de stéréotypes sur les populations bénéficiaires qui sont autochtones, donc je vous mets ces photos-là, c'est vraiment ça, la population liménienne se représente les femmes comme des femmes paysannes, autochtones, avec le bébé sur le dos pendant la première année, et au nom de la cosmovision, la femme est complètement interreliée au bébé, et l'homme est un alcoolique bourré qui est inutile, incapable et qui a plusieurs foyers, infidèle. Et bon, si on lui donne l'argent, on ne sait pas
où va aller l'argent. Donc il y a un différentialisme de genre très très fort qui va justifier ce transfert aux mères. Et en plus, il y a toute une série de discriminations à l'encontre des femmes bénéficiaires autochtones qui sont par l'imposition de conditions extra-officielles. Comme là, je vous montre l'accouchement, donc je ne reviens pas dans les détails, mais pour une mère autochtone, et normalement la loi des deux pays permet d'accoucher de manière traditionnelle, de manière autochtone, selon la cosmovision andine, ce qui veut dire un accouchement collectif, debout, sans intervention médicale, sauf si la vie d'un des deux, de la mère ou de l'enfant, est en danger. Et ce n'est pas du tout respecté. Donc elles rentrent dans des centres de santé où on leur impose la plupart du temps des césariennes, de la violence obstétricale, mais dans une position horizontale, sans la famille. Et c'est vraiment plusieurs le racontent comme un viol, parce qu'elles sont violentées pendant l'accouchement, et que comme les rituels n'ont pas pu avoir lieu, il y a toute une déconnexion sur la maternité. Et tout ça est légitimé parce que ce sont des femmes ignorantes. Et pourquoi elles sont ignorantes? Parce qu'elles sont pauvres et autochtones et que le programme va les civiliser. C'est vraiment les mots qui sont utilisés. Donc on passe d'un truc féministe libéral avec de l'égalité de genre au Mexique à un instrument qui atterrit et qui reproduit complètement les legs institutionnels des politiques sociales qui sont eugénistes, maternalistes et néocoloniales opérées en Bolivie. Donc pour conclure, mon meilleur cas, c'est le Mexique, et mon argument, et ça c'est un argument qui va au-delà de mes programmes, il faut des entrepreneurs de genre. Les appels entrepreneurs de genre, pour ne pas dire des fémocrates, ce n'est pas des gens qui ont lutté toute leur vie dans des mouvements féministes. Ce n'est pas des gens qui sont en lien avec le mouvement, et ce n'est pas toujours des femmes. Ici, on a des hommes, mais des gens qui, à un moment, estiment que c'est intéressant de lutter pour l'égalité de genre, qui se base sur la connaissance féministe ou de genre, ici, qui va lier pauvreté et inégalité de genre, dans des institutions où le genre a été important. Donc les institutions sont bien sûr importantes, les acteurs ne font pas ce qu'ils veulent. Et donc là, ils peuvent créer des nouvelles recettes où il y a de l'égalité de genre. Donc j'ai quand même un argument, même si les legs institutionnels sont très forts, les agents, les acteurs ont des choix, ils ont de l'agency, mais ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas les partis politiques, ni tant que ce soit de droite ou de gauche qui comptent, mais vraiment les communautés d'instruments intimes et les relations personnelles qui sont importantes. Puis, c'est aussi important d'avoir une perspective multiniveau. Donc, la Banque mondiale, ça c'est une contribution à la littérature où il n'y avait pas beaucoup de multiniveau ces 20 dernières années. Et puis, ça c'est mon gros argument, il n'y a pas que moi, bien sûr, la connaissance c'est du pouvoir, mais c'est surtout une critique aux indicateurs d'évaluation de politique publique qui sont quantitatifs et non féministes, parce que ça c'est Marie qui va sûrement dire, il y a sûrement des indicateurs quantitatifs qui peuvent être féministes, mais ici c'est l'évacuation de toute la recherche, pas seulement la mienne, parce qu'on a toutes écrites sur les CCT avant que la Banque mondiale les prenne en main et pendant qu'elle les prenne en main en disant ça ne marche pas votre truc, à court terme c'est sans doute très bien pour des indicateurs à court terme, mais à long terme ça reproduit les inégalités de genre et les inégalités néocoloniales. Et puis, je ne vais pas vous parler de... Tout ça, c'est très bien, mais tout compte fait, on a bien vu que les transferts, ce n'est pas du tout suffisant pour faire changer l'inégalité, la division sexuelle du travail. Et ça, c'est mes nouveaux projets sur le care et tout ça. Mais ça, je vous en parle. Merci beaucoup. Merci, Nora. Je vais laisser la parole maintenant à Marie. Mais non, parce qu'après, c'est pas enregistré. Ah. Enfin, c'est Michel Malloy. Ça marche. Parce qu'il faudrait que je demande à tout le monde, puis c'est je comprends. Mais maintenant que j'ai officiellement autorisé. Et c'est filmé. D'accord. Mais d'abord, merci à Nora pour l'invitation. Je suis honorée d'avoir été conviée, d'une part, à lire cet ouvrage-là. Comme j'ai écrit à Nora cette semaine, je l'ai dévoré littéralement. Quand elle dit qu'elle nous raconte une histoire, c'est vrai qu'elle nous raconte une histoire et c'est une histoire qui est fascinante, bien qu'elle soit à certains égards décourageante, mais je vais y revenir. Pour moi, il y a des enseignements qui donnent espoir dans cet ouvrage-là aussi. Donc, avant de me lancer, je voulais juste préciser un peu d'où je parle aussi, parce que ça explique la réception que je fais de cet ouvrage-là et également mes commentaires.
Aux fins de l'enregistrement, je peux préciser que je suis Marie Langevin, professeure ici à l'UQAM à l'École des sciences de la gestion, au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, et une collègue de Nora depuis quand même plusieurs années. On a eu la chance de se rencontrer quand moi je venais de terminer mon doctorat qui avait porté sur la commercialisation de la microfinance au Pérou. Donc, une recherche qui s'était aussi passée en Amérique latine, et j'aurai peut-être la chance d'y arriver à la fin de mes commentaires. Mais dans mes terrains de recherche, moi, j'ai retrouvé le programme de transfert conditionnel péruvien qui s'était croisé avec les pratiques, une stratégie nationale d'inclusion financière des populations vulnérables. Donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer Nora, quand j'étais au postdoctorat, ça m'a, moi, permis déjà à l'époque d'éclairer beaucoup des intuitions qui avaient apparu à la fin de ma thèse au Pérou. Bref, sur le d'où je parle, il y a cette histoire-là qui nous lie, Nora et moi, sur la connaissance du terrain péruvien. Mais plus généralement, j'ai lu l'ouvrage de Nora avec un bagage que je possède en économie politique, en études critiques de développement, parce que je crois que il est peut-être moins nommé dans ton ouvrage, tu clarifies vraiment très bien ton ancrage dans l'institutionnalisme historique et les études de genre, peut-être moins dans les perspectives critiques sur le développement, mais moi, je l'ai perçu comme ça, puis je pense que tu as une contribution nette à cet égard. Et bon, je partage aussi le bagage sur les études féministes. Et là, c'est peut-être là où il y a un ajout, et tu vas voir que ça ressort dans les apports. Pour moi, c'est au niveau de l'enseignement. Je trouve que c'est un ouvrage qui peut vraiment servir dans nos matériaux en enseignement, mais aussi, là, je vois qu'il y a une bonne communauté d'étudiants et d'étudiantes gradués ici. Ça peut vous servir à vous aussi, puis je vais l'expliciter, pas uniquement en sciences sociales, mais moi, j'ai vu des enseignements aussi en école de gestion, parce qu'on forme des gens en gestion internationale. On forme des doctorants et des doctorantes qui vont aller travailler à la Banque mondiale aussi, qui seront peut-être des fémocrates ou des entrepreneurs ou des technocrates alliés des objectifs d'équité de genre. Donc, bref, tout ça fait partie de ma manière à moi de lire ton ouvrage et de le recevoir. Et je dois préciser que je n'ai pas préparé de commentaires critiques parce que je considère que c'est un excellent bouquin, puis j'ai envie de vous parler de ce qui, moi, me parle dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'on peut en faire comme apport. La seule saveur critique, c'est peut-être des fois, j'ai envie de t'amener peut-être à découvrir des apports ou des contributions que tu as moins mis en valeur dans ton ouvrage et que pour moi, ça semblait évident. Donc, je me lance avec une série justement de remarques pour souligner quels sont, de mon point de vue, à partir de ces différentes lunettes-là que je porte, en fait, quels sont les apports de l'ouvrage. D'abord, une grande force de la démarche comparative. Pour moi, c'est extrêmement parlant et vraiment autant dans les sciences sociales que dans les études des organisations ou en sciences de la gestion. Tu as une fine maîtrise des cas d'études. L'histoire que tu nous racontes, on sent que tu la maîtrises, tu les as visitées et on sent aussi, je dirais même, ton attachement envers chacune de ces histoires-là. Et pour moi, la force de ta méthode comparative, elle prend tout son sens quand on la met en relief avec ton approche multiniveau. Parce que pour moi, ce que je connais, ou ce que j'ai plutôt vu des approches comparatives, où on se situe souvent soit dans un ou deux niveaux, mais dans ton cas, tu es vraiment capable de comparer des cas autant en insérant des histoires institutionnelles, le rôle des acteurs, que dans ce contexte-là du développement international, le rôle macro, l'histoire qui se passe à l'échelle des États, mais aussi des cheminements méso, quand tu nous parles de la CONAPO, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'État. Et ça, pour moi, c'est très fort d'avoir une démarche qui est cohérente. On suit ton histoire tout au long, c'est très bien structuré et tu réussis à le faire avec ces multiples niveaux. Et moi, je te lève mon chapeau pour ça. Et pour les personnes enseignantes, je pense qu'on a un document, une recherche sur laquelle on peut s'appuyer pour utiliser des best practices en recherche. Peut-être quelque chose à standardiser ou en tout cas à tout le moins duquel on peut s'inspirer. L'explication du changement aussi. Je trouve que tu réussis vraiment bien à retracer ce procédé-là du voyage, la recette. J'étais pas là au lancement, donc j'ai pas écouté les commentaires de la personne qui trouvait que ton chapitre théorique était plutôt ardu. Moi, je l'ai trouvé, en fait, très
vulgarisé et assez facile à comprendre. Ça, c'était, de mon point de vue à moi. Et j'ai trouvé justement que ton explication des mécanismes était cohérente et très facile à capter. Et à cet égard-là, ce que je voudrais souligner sur les forces de la démarche théorique pour moi, les fameux débats en sciences politiques, que je vois moins en gestion, je dois le dire, mais que j'ai côtoyé pendant tellement d'années, sur les débats entre la capacité d'agir des acteurs dans les systèmes. Je trouve que tu nous racontes une histoire qui mérite d'être comprise et qui permet vraiment de saisir comment, à l'intérieur des grands systèmes, on est capable d'avoir de l'agentivité des acteurs. Et là, je vais faire des liens avec, quand on parle des personnes enseignantes qui viennent suivre nos cours aux études graduées et qui vont être appelées non seulement à faire de la recherche, mais à bosser souvent dans ces organisations-là, qu'elles soient publiques ou encore au niveau international, que ce soit dans les banques interaméricaines ou encore voire à la Banque mondiale. Et moi, je considère que ça m'apporte beaucoup dans mon contexte d'enseignement. Parce que j'enseigne des cours, entre autres, sur les grands défis planétaires, sur les rôles et responsabilités des organisations, responsabilités sociales, etc., où on cherche à sensibiliser les cohortes étudiantes aux grands enjeux, puis à l'urgence d'agir, pas uniquement sur l'égalité femmes-hommes, mais face aux différentes crises sociales et environnementales. Puis les personnes étudiantes se sentent souvent assez inconfortables parce qu'il y a peu de prise et de capacité d'agir. C'est-à-dire comment on réconcilie lorsqu'on est formé à saisir le macro-contexte et les enjeux, puis en même temps qu'on a des enseignants qui nous poussent à penser le monde autrement, à formuler des autres stratégies d'action. Puis moi, je le sens, cet inconfort-là, au niveau des cohortes étudiantes, et je trouve que l'histoire que tu racontes, elle ouvre justement des fenêtres sur la capacité de transformation des acteurs, oui, selon certaines conditions. Je te suis à 100% quand tu dis qu'on ne peut pas généraliser à partir de tes cas, non, mais ton narratif et ton enquête est assez fine pour qu'on comprenne les stratégies des acteurs dans les contextes, et je pense que de ça, il peut y avoir des inspirations à retenir certainement. Ce qui m'amène à parler un peu de la sensibilité de ton ouvrage au contexte. Ce qui pourrait sembler effectivement dans un chapitre théorique un peu superflu, mais moi j'étais agréablement surprise de voir que tu prenais la peine de définir de quoi on parle quand on parle d'un contexte. Et c'est là où tu nous prends la peine de nous expliquer que le contexte, il est multiniveau. Il faut qu'il soit en mesure de comprendre les legs historiques des politiques sociales, mais aussi le rôle des acteurs et le rôle des idées. Et ça, tu nous tiens vraiment tout au long de l'ouvrage. Et je voulais illustrer dans mon commentaire qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cet apport-là de la sensibilité au contexte. Pour moi, c'est ce qui permet dans ton bouquin d'expliquer précisément pourquoi à la fin c'est un échec quand ça atterrit au Pérou, quand ça atterrit en Bolivie. Puis je vais prendre un exemple parce que en fait tu t'en es pas servi dans l'explication, donc ce ne sera pas une répétition. Quand on comprend les incapacités pour les féministes libérales dans le contexte de la Bolivie de percer, si on veut, le contexte. Parce que Nora nous explique qu'en Bolivie, on se retrouve dans un contexte où, oui, c'est un gouvernement de gauche progressiste qui, en théorie, serait sensible aux enjeux d'inégalité. Mais tu nous expliques aussi que le positionnement des groupes de femmes et des féministes, même si elles ne se le définissent pas comme ça, mais à l'intérieur des mouvements autochtones, ont placé la lutte contre le colonialisme prioritairement au-dessus de la lutte aux inégalités femmes-hommes, en estimant que lorsque le colonialisme serait mis à terre, mais l'inégalité et le patriarcat passeraient à la trappe aussi. C'est pas ce qui s'est produit. Bon, c'est pas l'histoire que je veux raconter, mais bref, c'est cette sensibilité-là au contexte, c'est aussi ta sensibilité pour l'intersectionnalité. On n'a pas parlé non plus dans ta présentation, mais pour moi, ton ouvrage ton enquête, ta recherche est un exemple d'une vraie recherche qui fait de l'intersectionnalité sans faire du name-dropping sur l'intersectionnalité. Tu ne passes pas ton temps à nous le dire ou à nous retracer les grandes autrices, mais tu le fais dans ta recherche et tu réussis à expliciter justement les particularités du cas bolivien en pouvant révéler ces spécificités-là qui ne peuvent être données à voir que si on est collé justement sur ce niveau de ton enquête. Un autre élément, là, je voulais partir un minuteur, j'ai oublié de le faire, je ne sais pas si quelqu'un voit un peu, j'en suis où dans mon... Encore 5 minutes, même 5 minutes, même pas, donc je vais... Ça serait bien. 3, ça serait bien. 10 minutes 45.
OK. 10 minutes 45. Ah oui. Donc, je pourrais aller jusqu'à 4? Oui. Merci. Une chose que je voudrais souligner, et là, je vais vraiment aller chercher, parce que j'en avais quand même 6 pages d'apport du livre de Nora. Peut-être que je pourrais écrire une note où on verra comment je récupère le matériel. Mais bref, je vais choisir des éléments qui me semblent parler davantage à un séminaire de sciences politiques aussi. Puis je vais y aller sur l'apport que tu ouvres quand l'apport que tu procures, en fait, quand tu ouvres la boîte noire des pratiques de la Banque mondiale. Okay? Il y a des choses qui ont été écrites, mais pas beaucoup. C'est là-dessus que je t'attendais. Bon, ben merci. J'ai bien fait de choisir ce morceau-là. Parce que, bon, tu cites Bedford, tu cites une autre autrice dont j'ai oublié, Cummings, ou les 2 bouquins en 2009. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce qui se passe à l'intérieur de la Banque mondiale. Il y a Jacqueline Bess qui a travaillé un peu sur ça, ben, quand même pas mal sur ça, mais pas précisément sur les enjeux de genre. Et là, je t'attendais. Et j'avais déjà lu le papier qui avait été publié il y a quelques années, mais là, tu nous en racontes davantage. Et je pense vraiment que tu nous donnes à comprendre les mécanismes à l'intérieur de cette organisation-là. Pas tous les mécanismes, parce qu'on sait que la Banque mondiale est plurielle, mais tu racontes des choses qu'on n'avait pas vues avant et qu'on n'était pas en mesure de saisir. Et on peut, grâce à ton enquête, je considère, comprendre vraiment le rôle concret de l'organisation puis sa performativité. C'est-à-dire, quand ça bloque, qu'est-ce que ça implique? Parce que la standardisation que la Banque mondiale opère fait réellement en sorte qu'il y a des morceaux fondamentaux qui ont été échappés en courant de voyage. Et tu nous donnes aussi à voir une chose qui peut sembler très ennuyante, mais qui, pour moi, me parle beaucoup, c'est l'analyse de l'organisation bureaucratique de cette institution-là. Et à mes collègues qui travaillent en études des organisations, c'est l'organisation du travail à l'intérieur de la Banque mondiale. Comment les gens produisent de la connaissance, comment les acteurs arrivent à négocier les luttes de pouvoir à l'interne. Et ça, là, si je fais des liens entre un des commentaires que j'ai fait plus tôt en explicitant que quand on enseigne dans une perspective critique et progressiste, on a quand même un peu cette mission-là d'essayer d'ouvrir des portes et des prises sur l'action dans les organisations. Puis là, je trouve que ton étude de la Banque mondiale peut donner à voir ça aussi, parce que, oui, c'est l'histoire d'un échec, mais si on comprend pourquoi ça ne fonctionne pas, bien, ça peut peut-être permettre de développer des stratégies qui seront plus efficaces ou qui amèneront vers davantage de succès avec d'autres cohortes d'étudiants et d'étudiantes gradués. Un petit mot sur le biais de publication à la Banque mondiale. J'aurais envie de t'entendre peut-être dans les périodes d'échange et de questions. Est-ce que ce biais de publication qui fait en sorte qu'on ne donne à voir, à entendre, à légitimer que les histoires qui fonctionnent autour des politiques de développement, est-ce que ça ne concerne pas les sciences économiques en général? J'aimerais savoir si les acteurs t'en ont parlé aussi de cette extension-là, disons, du biais de publication. Un dernier rapport sur les études féministes et de genre, parce que je crois que ta recherche révèle ça aussi, le rôle stratégique et performatif des études féministes et de genre. Encore là, même si, parce que, tu sais, je dois dire que là, je m'étais mis une note soulignée que, Nora, ton ouvrage est innovant parce que tu oses raconter un échec. Contrairement au biais de publication de la Banque mondiale. Ton histoire, à la fin, c'est quand même que les objectifs d'équité ont été perdus en cours de route. Mais c'est pas parce que tu racontes une histoire qui finit peut-être moins bien au final qu'on ne peut pas s'en servir pour produire des connaissances et des stratégies qui peuvent amener du progrès social, davantage de justice et d'équité. Et justement, au niveau du rôle des études féministes, quand tu nous expliques que dans le cas de Progressa, même de Lula, au niveau, là tu ne nous parles pas dans le cas de Lula des savoirs académiques, mais des savoirs tacites aussi, des savoirs pratiques sur le rôle des femmes dans les économies, dans le care. Et il me semble que là, il y a un apport fondamental à saisir et qu'on pourrait prendre la balle au bon, puis je vais peut-être terminer sur ça, pour nous, dans les études et les chercheurs en sciences sociales, en sciences des organisations, en études féministes, essayer de comprendre comment, face à des nouveaux buzzwords, des nouvelles recettes qui tendent à être standardisées actuellement, entre autres sur l'usage des technologies pour favoriser l'empowerment économique des femmes, est-ce que là, on ne pourrait pas utiliser les apprentissages de ton enquête, de ta recherche, pour être capable de mieux positionner
les savoirs féministes sur l'empowerment économique des femmes, à l'intérieur même de ce qui est en train de se passer dans les nouveaux enjeux. Je vais m'arrêter sur ça. Merci. Est-ce que tu peux réagir? Non, je crois que c'est le temps parce qu'il nous reste 20 minutes. Je vais te redonner la